L'incursion dans les figures féminines de la mythologie gréco-romaine nous incite effectivement à un voyage, à de multiples voyages géographiques, puisque évidemment on va parler du pourtour méditerranéen, mais aussi des steppes de l'Asie centrale, temporelles, entre le temps historique, le temps qui se compte, qui se mesure, et le temps mythologique, le temps de l'autrefois indéterminé. Et un voyage aussi entre les différents stéréotypes de genre et les différentes représentations que les anciens peuvent élaborer, mais représentations que nous aussi, nous pouvons plaquer sur le regard des anciens. Pour dénouer cet écheveau, où se mêlent l'humain et le divin, nous évoquerons 3 catégories de personnages incarnant... non, il existe encore. Incarnant donc les femmes de pouvoir. Tout d'abord, les déesses. Ensuite, Wonder Woman oblige, les Amazones. Et enfin, les femmes héroïnes, figures d'autorité. Même si les 3 catégories, comme nous le verrons, sont poreuses, elles offrent une grille de lecture qui, je l'espère, favorisera votre plaisir. Eh bien, pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, parlons des déesses. Et tout de suite, ça se corse. Ça se corse pourquoi? Parce que on a souvent tendance, avec une mentalité héritée du 19e, à plaquer, tout s'envole, à plaquer sur les déesses des représentations de l'éternel féminin, à s'imaginer que Héra représenterait le mariage, qu'Aphrodite représenterait la féminité, le désir. Or, les déesses ne peuvent pas s'envisager comme des projections anthropologiques, mais elles doivent plutôt se concevoir comme des puissances, des forces multiples, aux multiples incarnations, pouvant même parfois prendre la forme d'hommes, on le voit chez Athéna, pouvant prendre la forme d'animaux, et donc finalement la représentation féminine n'est qu'un des avatars. Donc on peut difficilement faire coïncider déesses et femmes, ou du moins ce qu'on projette sur les femmes. On peut prendre pour exemple peut-être le plus criant, celui d'Aphrodite. Alors Aphrodite, on voit tous les représentations de Botticelli, cette femme splendide, le regard baissé, les épaules aussi, se tenant pudiquement, incarnant une espèce de sourd désir. Or, le personnage d'Aphrodite possède en lui énormément de violence. Par exemple, sa naissance. Le rite dominant l'a fait naître du sexe d'Ouranos, le ciel, tranché par son fils Cronos, tombé dans la mer. Elle est la fille d'Héphaïstos, elle est l'épouse d'Héphaïstos, le dieu forgeron, qui forge les armes guerrières. Elle est l'amante d'Arès, le dieu de la guerre sanguinolente. Son règne est la Muxis, cet endroit où l'eau se mêle au ciel et qui est un endroit double. Cette vision virile, puissante et agressive peut se retrouver même dans certaines de ses représentations, puisque Pausanias, au IIe siècle après Jésus-Christ, qui est un géographe et voyageur, nous décrit des représentations, des statues d'Aphrodite armée, à Sparte, mais aussi à Corinthe. Pour parler encore de la dimension virile, si on peut dire, d'Aphrodite, elle a certes un pouvoir de persuasion très fort, la peito, son désir, mais ce qui fait d'elle la protectrice des magistrats, la protectrice des avocats, professions qui sont éminemment masculines dans l'Antiquité.
Ouais, j'ai évité de me faire lapider en sortant. Hein, voilà. Elle est née de l'écume. Elle est donc la protectrice des marins et les guide vers les bonnes traversées. Ainsi, la figure féminine d'Aphrodite se déploie dans une multiplicité de chants qui ne sont absolument pas réservés à ce qu'on peut imaginer du stéréotype féminin. Un autre exemple, toujours concernant les déesses, et qui vient renforcer cette idée de puissance plus que de féminité, sont les 3 déesses dites vierges, c'est-à-dire Athéna, Artémis et Hestia. On a tendance à les imaginer... Ah, il fonctionne encore. On a tendance à plaquer sur cette idée de virginité des représentations qui seraient les nôtres. En réalité, le mot qui les désigne est parthénos. Et ce mot parthénos, que l'on traduit généralement par vierge, désigne en réalité le statut de la personne au sein de la société. Athéna parthénos, c'est Athéna qui n'est pas mariée. C'est Athéna qui est libre d'entrave sociale. Pour donner un exemple du mot, Euripide fait dire sur Iole, une jeune fille qui vient de passer une nuit avec Héraclès, qu'elle est parthénos. Or, on connaît tous un peu Héraclès. Bon, on peut imaginer que ça ne désigne pas forcément ce qu'on imagine. Bref. Je me suis un peu enlisé, excusez-moi. Pardon. Et cela renvoie au fait que le grec du 5e siècle s'occupe moins du statut vaginal, si je puis dire, de l'individu, que de son statut social. Et qui renvoie et qui fait que cette idée de virginité, en fait, n'est qu'une projection que nous, modernes, faisons sur ces déesses. Oui. Nous, du coup, modernes, on n'aurait pas du coup aussi réduit ce qu'on appelle le féminin éternel à quelque chose de très très limité, alors que quand on voit ces figures de déesses, c'est beaucoup plus vaste en fait. On sort de oui, mais le féminin c'est doux, c'est sacré, c'est pur, c'est de la virginité, c'est-à-dire qu'on l'a rétréci pour que ça corresponde à quelque chose qui arrange bien tout le monde en fait. Alors, est-ce qu'on a réduit, est-ce que c'est nous modernes qui avons réduit le féminin à quelque chose qui arrangerait bien tout le monde, de douceur, de sacré, de pureté? Alors, il est indéniable que la condition de la femme au 5e siècle avant Jésus-Christ est assez peu enviable. Et après, ça dépend dans quelle ville, parce qu'il y a des variations entre Sparte, Athènes, dans l'Égypte. Il y a des variations. Ce qu'on peut retenir avant tout, c'est que les déesses échappent de toute façon à ce cadre. En fait, il y a 2 choses. Tu as raison. C'est que, d'une part, nous plaquons nos propres représentations. D'autre part, les déesses ne se résument pas à ce cadre. Et enfin, au sujet de la virginité, comme on dirait Outre-Loire, finalement, c'est pas un sujet pour un grec. Ce qui compte, c'est dans quel réseau s'inscrit l'individu et pas son statut en tant que tel. Mais si on dit que ces déesses, en fait, sont des déesses, mais qu'elles n'incarnent pas forcément un éternel féminin, etc., pourquoi mettons ces personnages au féminin? Eh bien, c'est pas la hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie entre Dieu et déesse, puisque, par exemple, oui, vous allez me dire, j'entends votre voix gronder, vous allez me dire que, oui, mais il y a Zeus qui gouverne tout le monde et qui, a priori, est une divinité mâle. Bon. Cependant, on peut remarquer qu'au niveau des cultes locaux,
il y a de très nombreuses villes qui choisissent comme divinité protectrice une divinité féminine. On pense à Athéna pour Athènes ou à Héra pour Argos. Donc, c'est vraiment pas ça qui va être le critère. Effectivement, il y a certaines chasses gardées aux divinités féminines, la maternité, le mariage. Les Athéniennes tissent des bandelettes qu'elles offrent après leur accouchement à Artémis. Et si elles n'ont pas survécu, on les offre à Iphigénie. C'est moins prestigieux, mais c'est sympa quand même. Voilà. Mais on a bien vu que ces champs d'application dépassaient le simple cadre du féminin. Du coup, on a quelques pistes possibles. Et une de ces pistes serait tout simplement la linguistique. Je m'explique. Le latin comme le grec, ainsi que de nombreuses langues indo-européennes, possèdent 3 cas. Un masculin, un féminin et un neutre. Neutre, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Et ce neutre, au pluriel, prend, en latin comme en grec, très fréquemment la forme d'un féminin singulier. Il se trouve que de toute ou l'immense majorité des divinités qui fonctionnent en groupe de 3, puisque pour les Grecs comme pour les Romains, 3 c'est déjà beaucoup, enfin 3 ou 50 c'est pareil, elles sont féminines. Les heures, qui personnifient les saisons, les charites, qui personnifient la grâce, les moires, les parcs, les néreides, les nymphes, tout simplement. Dès qu'il y a multiplication, on trouve des divinités féminines. Ainsi, le féminin serait la marque d'un générique, d'un groupe. On trouve aussi des divinités féminines pour les déesses concepts. Par exemple, Mnémosyne, la mémoire, Métis, l'intelligence en action, la prudence, Thémis, la justice. Ainsi, ce féminin serait donc la marque d'un ensemble, d'une généralité ou d'une abstraction. Et cela est tellement vrai que c'est pas la femme qui fait la déesse, puisque toujours du point de vue de la langue, le grec ne dit pas une déesse. Le grec dit une dieu, théos, en fait. Comme si ce qui comptait par-dessus tout, c'est son statut de divinité. Une autre piste possible, qui ferait de la divinité un être femelle, puisqu'on ne peut pas dire femme, ce serait aussi la complémentarité. Mais pas une complémentarité yin-yang, une complémentarité qui décline les différents aspects du champ d'action d'une divinité. Si on prend un exemple, Zeus incarne la souveraineté politique. Et Athéna, sa fille, serait son bouclier, la pérennité, le bras armé de cette souveraineté. Et on trouve souvent des couples ou des triades qui fonctionnent de la sorte. Ainsi, tout ce début est là pour vous dire que je suis censé vous parler de femmes de pouvoir et que les déesses n'en font pas forcément partie. Ok. Bon. Néanmoins, on peut passer à des femmes, des vraies, des tatouées, et c'est vrai. Les Amazones. Les Amazones, elles, sont de vraies femmes. Sont de vraies femmes, mais bon, et plus encore, puisque je pense qu'on a tous un petit peu une représentation de ce que peut être une Amazone. Elle est grande, elle est sportive, elle est sexy, elle a un sein en moins, elle torture les hommes, elle les tue,
elle estropie les enfants quand ils sont mal et qu'elle les met bas, enfin qu'elle en accouche, parce que voilà, exactement. Je vous en prie, mademoiselle, je vous en prie. Et cependant, cette image que nous avons n'est pas univoque dans l'Antiquité. Homère, dans l'Iliade, présente les Amazones comme Antianeirai, ce qui ne veut pas dire opposées aux hommes, mais égales des hommes. Et elles combattent aux côtés des Troyens. Si c'était ces créatures abominables, pourfendeuses de mal, elles ne combattraient pas au sein d'une armée dite civilisée. L'histoire du syncoupé apparaît seulement au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous la plume de Hélanikos de Lesbos, qui se plaît à faire une étymologie à sa sauce en disant que Amazone, Mazos, Mastos, Mastos c'est la poitrine, ça se ressemble à privatif, ça doit vouloir dire ça. Voilà. Mais cette idée du syncoupé est discutée même dans l'Antiquité, puisqu'Hippocrate dit que c'est peu vraisemblable, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Si on tranche un sein à une femme avec les moyens du bord, a priori, elle ne va pas survivre à l'hémorragie. Et donc, cette vision de tueuse fluctue un peu et on trouve même des Amazones héroïsées ou des Amazones fondatrices de villes, comme à Éphèse ou à Smyrne. En général, ce sont des villes sur la côte égéenne de l'actuelle Turquie. Mais si cette vision originelle est plutôt neutre, pourquoi les Amazones perdent du galon à mesure qu'on avance dans le temps? Eh bien, c'est qu'elles incarnent la barbarie suprême, un monde où les femmes règnent. Voilà. Libre, un monde de femmes libres, et cela particulièrement à Athènes, qui est assez dur avec elles. Et leur existence relèverait d'un passé mythique, avant l'ère de la civilisation. C'est très très loin. Maintenant, c'est le temps de l'ordre, des lois. Non, 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 c'est plus possible. On n'est pas des fous quand même. On ne va pas laisser aux femmes le pouvoir. D'ailleurs, les représentations iconographiques ne nous montrent jamais des Amazones victorieuses. Et la mythologie nous montre toujours des Amazones perdantes. Achille va tuer Penthésile. Héraclès va séduire la reine des Amazones pour récupérer sa ceinture, pouvoir de séduction. Souvent, Aphrodite a une ceinture, c'est là où se loge sa peito. Et donc, il lui confisque son pouvoir, en quelque sorte, en lui prenant sa ceinture, comme si le pouvoir d'une femme se résumait à la séduction, mais bon, on parlera d'autre chose. Thésée, héros civilisateur, athénien, viole Hippolyte, parce que quand même, faut pas déconner, la ramène à la maison et l'épouse. Elle est rentrée dans l'ordre social. Les Amazones ont pu être aussi utilisées pour symboliser l'ennemi. On a sur les métopes du Parthénon un combat d'Amazones, et personne ne s'y trompe, les Amazones sont là pour représenter les Perses. Et ce ne sont pas les Amazones qui sont persifiées, mais ce sont les Perses qui sont amazonifiés, c'est-à-dire féminisés, mis du côté du barbare, de l'étranger et du faible. Ainsi, ce regard, même s'il a évolué, devient souvent péjoratif, mais pas uniquement. En effet, parfois, notamment à Éphèse, l'Amazone peut devenir un signe de résistance. En fait, Éphèse avait été fondée, selon leur mythologie locale, par des Amazones, et il se trouve qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils érigent sur l'agora
une série de statues en représentant, et on pense que ça a été pensé comme un acte de résistance symbolique à l'hégémonie de la thalatocratie athénienne. Ainsi, cette Amazone, même si le regard est négatif, ça peut quand même fluctuer et elle peut représenter aussi la force. Cette évolution et cette fluctuation du regard, elle est due aux circonstances politiques, bien souvent, mais elle est aussi due à un dialogue avec les réalités historiques. Alors bon, ne nous trompons pas, les Amazones n'ont jamais existé, les Amazones mythiques n'ont jamais existé. Mais il est indéniable qu'on a pu trouver des tombes de femmes guerrières autour du pourtour méditerranéen. Je pense notamment en 2013 à Tarquinia, en Italie. On a retrouvé dans une tombe étrusque deux corps. Un qui tenait une lance, un à côté de qui avait été incinéré, enfin qui avait été immolé. Un à côté de qui était une boîte à bijoux, et on s'est aperçu que le porteur de lance était en fait une femme de 35-40 ans, et que celui qui avait le coffre à bijoux était un homme de 25 à 30 ans, ce qui fait un petit peu cougar d'outre-tombe. Mais au-delà de ces faits anecdotiques autour du pourtour méditerranéen, l'archéologie soviétique a exhumé depuis les années 80 au-dessus de la mer Noire, qui est l'endroit où la mythologie et Hérodote et la plupart des auteurs placent la patrie des Amazones mythiques. Donc l'archéologie soviétique a exhumé des corps de femmes enterrés avec des armes, qui portaient des marques de blessures, de flèches, et dont l'incurvation du fémur laissait à penser qu'elles étaient également des cavalières. Donc on ne peut nier qu'il a existé parmi les nomades d'Asie centrale des peuples où les femmes combattaient et où elles pouvaient avoir des positions éminentes, puisqu'on a pu retrouver aussi des tombes de femmes au centre d'un complexe plus vaste avec des produits luxueux, inhumés avec des produits luxueux. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que dès le VIe siècle, les artistes grecs ont tendance à intégrer les traits de ces peuples lointains, des femmes de ces peuples lointains, dans leur représentation d'Amazones. Dès le VIe siècle, on va retrouver des Amazones avec des pantalons avec des motifs en zigzag, avec des bonnets mous, avec des armes propres aux Scythes, qui sont ce peuple des steppes. Et témoin aussi d'un échange, on peut trouver des vases grecs dans les tombes de Sibérie. Et en même temps, la réalité nourrit le mythe, puisque ça place l'Amazone barbare, incarnation de l'absence de loi, du côté des barbares réels, dans le pays des barbares réels. Ainsi, l'Amazone change, elle peut être une figure ennemie ou une figure de résistance. Le mythe se mêle à l'histoire, les deux s'interpénètrent et se nourrissent, et l'histoire nourrit le mythe. Et ce dialogue entre mythe et réalité est à l'image de l'Amazone que vous allez peut-être rencontrer tout à l'heure, c'est-à-dire Wonder Woman. Alors Wonder Woman est une Amazone moderne, pour ceux qui ne le savent pas. Mais je pense que tout le monde ici le sait. Elle est ancrée dans l'histoire. Elle naît avec William Moulton Marston, enfin elle n'est pas avec, mais sous son trait, en 1941, un peu autour de Pearl Harbor. Et William Moulton Marston était un féministe, adepte du polyamour, qui était persuadé que les femmes étaient plus fiables que les hommes, et plus honnêtes, et plus travailleuses. Et il cherchait à créer, et oui,
et il cherchait à créer une icône féministe et héroïque auquel les femmes puissent s'identifier en temps de guerre. Et il va puiser dans la mythologie pour créer son personnage, une mythologie assez grandement réinventée, ce qui en fait est complètement dans l'esprit de la mythologie qui se renouvelait sans cesse en fonction de la sensibilité ou du contexte politique, social, anthropologique. Alors que dire du substrat mythologique de Wonder Woman? Tout d'abord, elle s'appelle Diana. Diane, Artémis, la déesse chasseresse. Elle vit sur l'île de Themyscira. Themyscira n'est pas une île, c'est une ville qui se trouve près de l'embouchure du Thermodon, au nord de la mer Noire, l'endroit où on trouve, où on place les Amazones mythiques et où sont les Amazones modernes. Enfin, contrairement à la mythologie qui en fait les filles d'Arès, le dieu de la guerre sanguinolente, Moulton Marston fait d'elles les filles d'Aphrodite. Parce que pour lui, elle a un grand cœur et il reprend cet idéal de l'éternel féminin qu'on plaque longtemps sur la déesse. Elle a un lasso qui est forgé dans la ceinture d'Aphrodite et qui contraint les hommes attachés à dire la vérité lorsqu'ils brûlent des feux d'Hestia. Alors là, c'est intéressant, un peu à un triple titre. Tout d'abord, les feux d'Hestia, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je crois, Hestia, Diane, elles font partie de ces déesses vierges. Donc ça ferait pencher un petit peu Wonder Woman vers cette image de mythologie moderne qu'on plaque sur la mythologie de vierge pure, guerrière, justicière, Athéna. Ensuite, il se trouve que Moulton Marston est l'inventeur du premier détecteur de mensonges. Donc ce lasso qui arrive à faire dire la vérité, c'est un pied dans la modernité. D'ailleurs, Wonder Woman va multiplier les pieds dans la modernité, puisque très vite, elle va avoir un serre-tête boomerang, des bracelets par balles, un avion invisible et des boucles d'oreilles talkie-walkie. Et enfin, le lasso, troisième intérêt, puisque il se trouve que le comics a un petit côté bondage. C'est un euphémisme. Alors, je ne connais pas les goûts personnels de cet homme, mais bon. Mais ce qui est intéressant, au-delà du Shibari mon amour, c'est qu'on retrouve ce côté duel des divinités qui sont à la fois puissantes et redoutables, et dont le champ d'application est souvent double. Artémis préside aux accouchements, et Artémis est responsable de la mort du nouveau-né. Wonder Woman incarne la liberté, et elle se fait souvent saucissonner par des mecs. Et à ce moment-là, elle perd tous ses pouvoirs. Ce qui renforce l'idée de déesse, déesse virginale, au sens moderne. Wonder Woman va connaître un petit peu le sort des Amazones antiques. C'est-à-dire que son sort va un peu se dégrader. Tout d'abord, dans l'histoire, dès 1943, Moulton Marston a du mal à suivre la cadence. Et il va demander l'aide de Joyce Hummel, une étudiante, qui va en fait être le nerf, la cheville ouvrière du personnage, mais dont le nom ne va jamais être mentionné. Voilà. Il va falloir attendre 1947, à la mort du monsieur, pour que la dame émerge et qu'on la considère comme faisant partie de l'équipe. Bon. Du point de vue de son récit, du récit de Wonder Woman, dans les années 60, elle va perdre un peu de sa superbe, puisqu'elle va perdre ses pouvoirs. On va la faire tenir un magasin une boutique de mode. On va lui donner un précepteur chinois
qu'elle va écouter avec beaucoup d'attention. Elle va être en proie au doute. Mais c'était sans compter sur les féministes, qui en 1973 font pression et oui, pour nous rendre la Wonder Woman qui va se trouver ce soir à l'écran. Remercions-les. Son personnage évolue aussi puisqu'elle est censée être née de la terre, façonnée avec de la terre glaise, années 40. Et puis lors du reboot de 2011, elle est en fait issue, elle est le fruit des amours de Zeus avec la reine des Amazones. Mais on avait inventé l'histoire pour éviter la colère d'Héra, la femme de Zeus, qui est tout le temps jalouse, etc. C'est pas grave, il est mort. Je vais le ramasser quand même, parce que ça fait des ordres, j'aime bien ça. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, la Wonder Woman que vous pourrez voir, donc, elle est assez fidèle à ses origines, débarrassée cependant de son appareil kitsch. Elle n'a plus le petit collant avec des étoiles. C'est toujours une guerrière, mais elle est néanmoins ambassadrice de la paix. Elle est en lutte contre Arès. Elle incarne la guerre héroïque et civilisatrice face à la boucherie aveugle. On quitte les Amazones, on quitte Wonder Woman, pour arriver à des personnages qui sont plus individualisés, plus humanisés, les héroïnes, les princesses, les reines, qui ont du pouvoir. Eh bien, comment vous dire? Elles s'en prennent plein la gueule. Elles s'en prennent plein la gueule. Mais, somme toute, pas forcément à titre de femme. Souvent, elles souffrent parce qu'elles sont la victime de leur propre folie ou de la folie des hommes. En ce sens, elles incarnent bien l'hubris, c'est-à-dire l'excès, puisque, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, le péché n'existe pas vraiment dans l'Antiquité. En revanche, la grande faute, c'est de vouloir s'égaler à un dieu ou de se rabaisser à une bête. Et c'est ça l'hubris. En ces temps de réchauffement climatique, on pourrait y penser, mais bon, bref. Et donc, prenons quelques exemples. Si on prend, je réfléchis, Cassiopée. Cassiopée, c'est une reine, elle est forte, elle regarde sa fille, elle lui dit « Mon enfant, tu es la plus belle de toutes les Néréides. Tu es la plus belle, et tu es plus belle que toutes les Néréides, les nymphes de la mer. » Excusez-moi. Eh bien, un monstre marin arrive, il faut sacrifier l'enfant, ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que hubris, je me la suis un peu pété. Prenons un autre exemple, Niobé. Niobé passe devant un temple de Leto. Leto, c'est la mère d'Apollon et d'Artémis, qui a dû accoucher sur une île flottante, puisqu'elle était suivie par Héra, qui avait interdit à aucune terre de la recevoir. Donc Niobé passe devant le temple de Leto et se dit « Mais pourquoi rend-on hommage à cette femme qui n'a eu que 2 enfants alors que j'en ai 14, qui a accouché comme une pauvresse alors que je suis reine ?» Apollon et Artémis descendent, prennent leur petit carquois, décochent des flèches et tuent l'intégralité des enfants. Niobé essaie de les protéger en vain, n'arrête pas de pleurer et se transforme en source. D'ailleurs, l'iconographie de Niobé se retrouve assez fréquemment dans les fontaines. Il y a même un exemple dans le jardin. Vous avez aussi des personnages qui souffrent non pas à cause de leur propre hubris,
de leur propre fureur, mais des personnes qui sont tellement poussées à bout qu'elles en viennent à commettre des actes qui les font sortir de leur condition humaine. Je pense notamment à Écube. Écube, c'est la femme de Priam, le roi de Troie. Et Écume on la présente souvent comme pleurant ses enfants qui meurent au fur et à mesure que l'histoire avance, et comme un personnage assez passif. Néanmoins, lorsqu'elle se rend en Thrace pour rejoindre son fils qu'elle avait confié au roi local, elle aperçoit que ça n'a pas trop bien fonctionné, puisque le cadavre de ce dernier, enfin de son fils, de son plus jeune fils, est sur la berge. Et là, elle s'introduit nuitamment dans le palais du roi. Elle fait crever ses yeux avec des aiguilles par ses femmes. Elle massacre l'intégralité de ses enfants. La foule la poursuit. Il lui jette des pierres. Elle les mord de rage. Elle se transforme en chienne dont les cris ébranlent l'univers jusqu'à faire pleurer Héra, qu'elle poursuivait de sa rage pourtant. Donc, parmi les figures très très humanisées, on a souvent cette double façon de finir tragiquement, soit par son propre excès, soit par l'excès des autres. Mais en ce sens-là, ces femmes sont, on va dire, des êtres humains comme tout le monde, parce que c'est le sort de la plupart des héros. Il y a quelques cas à part dans ces femmes, notamment des femmes dont le mythe ressemble ou semble être lié de près ou de loin avec les Amazones. On a par exemple le mythe d'Atalante. Alors, Atalante, début classique, son père la veut pas, il la jette dans la forêt, parce qu'il ne veut que des garçons. Elle est élevée par une ours. Voilà, du coup, ça devient une femme de caractère. Elle participe à des chasses de sangliers. Elle ne veut épouser qu'un homme qui puisse la battre à la course. Elle tue à coups de lance les perdants. Bon, voilà. Ça se rapproche assez de la figure amazonienne, si je puis me permettre. À la différence, c'est que elle se laisse conquérir. Par la ruse, certes, puisque son époux Hippomène gagne la course en lui jetant des pommes irrésistibles que lui avait données Aphrodite, mais elle le sait, et elle accepte la ruse. Elle accepte d'avoir été trompée. Et c'est un couple heureux, ce qui est quand même quelque chose de suffisamment rare pour être noté dans la mythologie. C'est un couple heureux qui vont passer leur temps à chasser et à vivre d'étreintes folles, à tel point qu'un jour, ils se lâchent dans un temple et pof, ils sont transformés en lions. Mais est-ce vraiment une punition ? Puisque même si le Moyen-Âge voit dans le lion un animal peu viril, ce n'est pas le cas dans l'Antiquité. Atalante représenterait plutôt la partie sauvage qui se trouve dans la femme et qui, de par sa transformation animale, ne peut pas avoir sa place au sein d'une société policée. D'ailleurs, à Athènes, il existait un rite initiatique au 5e siècle pour les jeunes filles qu'on appelait le rite de la femme ours. Et on sait peu de choses de ces mystères, mais on soupçonne que c'était pour débarrasser les filles de leur part atalantesque. Pour parler d'autres figures plus ou moins liées aux Amazones, on peut parler aussi d'Iphigénie. Alors Iphigénie, allez-vous me dire, que vient faire cette pauvre fille sacrifiée sur un autel pour que son père puisse partir à la guerre dans la catégorie des femmes puissantes? Eh bien, ça dépend des auteurs. Si Euripide lui fait accepter son sort calmement, Échille lui fait maudire l'intégralité de sa famille.
Ensuite, elle n'est pas toujours sacrifiée. Parfois, Artémis substitue une biche au moment du couteau du sacrificateur, au moment du coup fatal du sacrificateur, et elle va se retrouver transportée en Crimée, c'est-à-dire au nord de la mer Noire, où elle va se retrouver prêtresse d'Artémis, déesse donc de l'extérieur, chasseresse, un pied dans la civilisation, un pied dans le monde sauvage. Et sa tâche principale va être de tuer tous les étrangers qui débarquent. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque Iphigénie gagne en puissance, on la met dans un contexte d'Amazone mythique, du moins géographique. Une autre femme puissante liée aux Amazones, c'est Médée. Médée qui naît en Colchide, c'est-à-dire non loin des terres où ont placé mythologiquement les Amazones. Et Médée, je ne peux résister au plaisir de vous raconter son histoire. Alors Médée, c'est une princesse. Médée tombe follement amoureuse de Jason qui était venu récupérer la toison d'or. La toison d'or appartenait au père de cette dernière. Elle lui impose un deal. Je te procure la toison, tu m'épouses. Il dit oui. Elle endort Argus aux 100 yeux. Ses yeux, je ne sais plus. Pardon, je suis perdu. Quoi qu'il en soit. Elle endort le dragon. Elle s'enfuit. Elle réussit à déjouer l'armée de son père. Comment? Facile. Elle découpe ses frères en morceaux et elle jette des petits bouts pour que les autres ralentissent. Je sens qu'on est de concert là. Voilà. Arrivé en Thessalie, Pélias, l'oncle de Jason, a pris le pouvoir. Ça va pas du tout. Elle résout le problème, elle fait croire aux filles de Pélias qu'elle peut rendre à leur père la jeunesse éternelle, elle le découpe en morceaux, elle met dans... Ouais, c'est son truc. Elle le met dans un chaudron, ça marche pas. Il s'enfuit. Finalement, il tombe chez le bon roi Créon. Là, Jason se dit peut-être que cette femme est un peu dangereuse. Du coup, il l'écarte et éventuellement s'arrange un petit mariage avec la fille du roi, Créuse. Elle n'est pas très contente, Médée. Elle va offrir une robe à sa rivale, robe qui va s'enflammer et la consumer vivante. Elle va tuer ses propres enfants, maudire Jason, s'enfuir dans un char que lui avait donné son aïeul le Soleil. Bon, et après ça continue, elle va arriver à Athènes, où elle va essayer de faire tuer Thésée, mais il va la vaincre, ce grand vieux d'Amazone. Il fallait bien qu'il civilise un peu la barbare. Voilà. Et... Allô? Oui. Ce qu'on retrouve donc de commun entre les Amazones et Médée, c'est sa force de destruction et ses origines géographiques. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est la fluctuation du mythe. En effet, le mythe de Médée s'assombrit peu à peu. Par exemple, ce n'est qu'au 5e siècle que Médée tue ses enfants. Il y a des versions antérieures qui font tuer ses enfants par la population qui est en colère contre elle. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le personnage de Médée, c'est que tous ces actes, aussi cruels et barbares soient-ils, ils ne sont dus, somme toute, qu'à la folie des hommes. Un peu comme Hécube, c'est-à-dire que, oui, elle tue ses enfants, mais Jason, pour qui elle a tout donné, l'a abandonné. Elle tue son frère, mais c'est son père qui ne voulait pas donner la toison d'or. Elle tue Pélias, mais celui-ci avait usurpé le pouvoir. Donc Médée ne serait-elle pas que le reflet de l'excès des hommes poussant à l'hubris? Elle rend justice, Médée serait une électre gore. Un petit peu. Voilà, effectivement.
Parmi toutes ces femmes puissantes, reste néanmoins un cas à part, celui d'Hélène. En effet, Hélène agit peu, mais on agit beaucoup autour d'elle, puisque c'est à cause d'elle que se déclenche la guerre de Troie. Et son statut, le regard porté sur elle, est également assez ambigu. Au chant 3 de l'Iliade, les vieillards la voient passer sur les remparts, près de la porte C, et disent d'elle que c'est un fléau et qu'il faut qu'elle s'en aille. Au même chant 3, au vers 164, le roi Priam lui-même lui dit « Tu n'es pour moi cause en rien, les dieux pour moi en sont cause ». On raconte que le poète Stésichore, au 7e siècle avant Jésus-Christ, pardon, ça fuit, serait devenu aveugle parce qu'il aurait composé des poèmes contre elle. Et en même temps, l'éloge d'Hélène était un exercice de rhétorique traditionnelle. Oui. Il n'y a pas Hélène, en fait, Paris s'enfuit Oui. avec elle, mais parce qu'en fait, Paris devait choisir entre trois déesses, entre Aphrodite, Oui. Héra et je sais plus qui la troisième. Et Héra. Entre Aphrodite, oui, Paris devait choisir entre Athéna, Aphrodite et Héra. Laquelle était la plus belle. Oui. Chacune promettait des trucs et tout. Oui. Et il s'est dit, je vais donner la pomme à Aphrodite, qui lui a dit, pour te récompenser, je vais t'envoyer la plus. Enfin, Hélène, mais du coup, c'est pas forcément du fait d'Hélène. Oui, exactement. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça renvoie, en fait, évidemment, Hélène, c'est le catalyseur, on va dire, mais elle n'a pas choisi, contrairement à ce que dit Offenbach. Elle n'a pas choisi, c'est Aphrodite qui, dès qu'elle se mêle de quelque chose, crée des malheurs, qui a promis la plus belle femme du monde à Paris. Pas comme avant, hein. Elle lui dit si tu me donnes la pomme, je te donnerai la plus belle femme du monde. En fait, Paris se trouve face à ces trois déesses. Héra lui dit je ferai de toi l'homme le plus puissant du monde. Athéna lui dit je ferai de toi l'homme le plus sage du monde. Aphrodite lui dit je te donnerai la plus belle femme du monde et Paris, quoi. C'est même pas dans les dieux, c'est Paris au final. Oui, mais bon, oui. C'est sa cupidité d'avoir la plus belle femme au final. Oui, c'est vrai. Et oui. J'aurais pas employé le mot cupidité, mais il est peut-être un peu juste. Et ainsi, donc, le personnage d'Hélène, lui aussi, a quelque chose d'un petit peu ambigu, en ce sens que elle ne fait rien. Elle est même présentée dans l'Odyssée, lorsque Télémaque la rencontre, comme une bonne épouse filant la laine auprès de Ménélas, mais en même temps déclencheuse de malheur, à la fois innocente et à la fois coupable. Et ça renvoie un peu à toutes ces figures féminines qui présentent toutes un caractère ambivalent. Même les meurtrières ont leur raison d'agir, et celles qui semblent incarner la plus grande féminité ont aussi des qualités viriles. Ainsi, on pourrait peut-être dire que la femme mythologique est un homme comme les autres. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Personne ne s'y trompe, on a eu droit à un exposé brillant. Je me demande juste, qu'est-ce que vous pensez d'Artémis Première, d'Halicarnasse peut-être? En fait, c'était une combattante de l'Empire perse achéménide du 5e siècle. Alors, disons que je n'en pense pas grand-chose, parce que là, je me suis surtout concentré sur des figures mythologiques et pas réelles. Après, je trouve ça assez intéressant, si c'est une combattante, qu'elle ait porté le nom d'Artémis. C'est son nom de naissance ou c'est un nom d'emprunt? Ouais, un nom d'emprunt, justement. Enfin, je me suis peut-être pas assez renseigné, en fait. J'ai juste pris ce qui était le plus connu, au point même qu'elle a été déjà, par exemple, retranscrite populairement dans le film La naissance d'un empire 300, notamment. D'accord. En tout cas, si c'est un nom d'emprunt, c'est intéressant, puisqu'Artémis a
un pied, comme c'est une déesse chasseresse, elle a un pied dans le monde civilisé, un pied dans le monde de la nature. Ces temples d'ailleurs se sont toujours situés extramuros. Tu disais que finalement Médée elle est surprenante et tu disais qu'elle a à voir avec les Amazones mais pas forcément. Mais moi je leur vois quelque chose de commun en termes de figure féminine, qui est que ce sont toutes les deux, dans les deux cas, des femmes barbares. Parce que les Colchides, la Colchide ça reste actuellement la Géorgie et les Amazones sont présentées comme des figures très grecques, mais derrière les sites dont elles sont des peuples iraniens. D'ailleurs, Développe. Alors, j'ai dû faire une erreur de ne pas l'avoir assez souligné, parce que c'est exactement où je voulais en venir, c'est-à-dire que effectivement, Médée a son lieu de naissance à l'endroit où on place les Amazones mythiques et à l'endroit où on trouve des tombeaux de femmes guerrières. Donc, elle est liée à l'Amazone, et elle est liée à l'Amazone historique, si je puis m'exprimer ainsi que mythique. Ce qui, effectivement, renvoie à la figure de combattante, et de barbare, et de féminité dangereuse libérée. Médée incarne la féminité libérée, et de facto dangereuse, mais c'est la faute des hommes. Tu avais parlé de la représentation des femmes, des Amazones, pardon, qui parfois, les Perses, par exemple, étaient changés en Amazones dans la représentation, ou alors j'ai mal compris peut-être, mais c'était aussi ça m'a rappelé que Xerxès était représenté par les Grecs comme une figure extrêmement féminine, pour la faire simple, comme une folle en fait, parce qu'il était jardinier, on lui attribuait des choses que les Grecs considéraient comme féminins et pas décents pour un homme, là où le peuple perse, lui, le représentait comme un homme digne, savant, sage et expérimenté. Donc je trouvais le rapport assez intéressant. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut le voir même dans les représentations récentes, puisque le Xerxès de 300 est extrêmement féminisé. Et pour ce qui est des Amazones, on a représenté des Amazones dans les métopes du Parthénon. Mais c'est la symbolique qui est derrière. Elles ne sont pas persifiées, si je vais m'exprimer ainsi. Mais c'est la symbolique qui est derrière. On assimile les Perses à ces dernières. Mais bon, c'est la féminisation de l'ennemi pour sa diminution, c'est quand même quelque chose de classique. On pense à Jules César, dont les détracteurs disaient qu'il était la femme de tous les hommes et l'homme de toutes les femmes. Enfin voilà, c'est un peu un coup classique. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, en fait, on emploie le terme de virilité comme si c'était un opposé du féminin ou même un mot simple. C'est pas être critique, hein, c'est vraiment... Non, tout à fait, c'est intéressant. Or, c'est un terme qui est aussi interrogé, notamment sur un plan linguistique, et notamment en grec, c'est un terme qui est aussi appliqué aux femmes. C'est pas forcément... on dit des femmes qu'elles sont viriles sans aucun problème. Enfin, c'est pas un mot qui est uniquement masculin. Oui. Oui, effectivement. Quand j'emploie le terme virilité, c'est la virilité telle qu'on se l'imagine. Pour faire rapidement. Et effectivement aussi, en grec, certes, mais ça renvoie aussi à la figure des Amazones qui va se dégrader plus sous les Romains. Et je pense à ça parce que vir, en latin, pour le coup, vir, c'est l'homme, et virtus, c'est le courage. Et là, pour le coup, on est dans une zone d'application masculine. Et c'est assez amusant de voir que les Amazones elles-mêmes se retrouvent extrêmement dépréciées, virilisées, d'ailleurs encore plus par les Romains. D'ailleurs, le fait de se trancher le sein, c'est aussi l'idée qu'elles vont présenter un côté masculin, comme si elles peuvent combattre, c'est uniquement parce qu'elles ont ces qualités viriles, donc masculines. Mais effectivement, oui, quand je dis virilité, c'est une représentation de la virilité. Si les super-héros arrivaient au pouvoir aujourd'hui, quel ministère aurait Wonder Woman?
Ben, assurément la défense. Voilà. Je sais pas. Parce que quand même, bon, pour avoir vu quelques séries et le film avant, ce serait quand même, elle serait plutôt du côté de Jeanne d'Arc quand même, hein, la Wonder Woman, que de l'égalité des chances. Du coup, je vous invite à aller vous rafraîchir. Merci.